Salut. Bon alors moi, cet après-midi, je suis venu vous parler du truc dont tout le monde parle mais que personne ne comprend vraiment. Rapidement, pour me présenter, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans, ça fait maintenant plus d'1 an que je me forme au gros hacking, je suis autodidacte et je suis en train de monter une école alternative pour digital nomade qui ouvrira début 2019 à Melbourne. Alors, si j'ai voulu venir parler gros hacking avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'entends de plus en plus tout et n'importe quoi sur le sujet. Et je trouve ça vraiment dommage parce que selon moi, n'importe quelle personne qui aujourd'hui va monter une startup se doit d'être calée là-dessus. Qu'on se mette bien d'accord, quand je parle de gros hacking, je ne parle pas du mec dont le boulot est de générer du lead en masse en faisant du scrapping pour ensuite faire du cold mailing comme un bourrin. Surtout que pour la plupart des startups early stage, ça n'a aucun sens de faire ça. Donc ce qui serait peut-être pas mal dans un premier temps, c'est pour se resituer un peu, c'est de définir ce qu'est un gros hacker. Ça va peut-être marcher. Ouais, non, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Yes, c'est bon. Et qui de mieux pour nous donner la définition d'un gros hacker que l'inventeur de ce terme lui-même, Sean Ellis, qui est ancien salarié de Dropbox et Eventbrite notamment, et qui est aujourd'hui le fondateur de grosshackers.com, qui est la plus grosse communauté de gros hackers au monde. Et selon lui, un gros hacker, c'est une personne dont le seul et unique objectif est d'optimiser la croissance. Donc on voit que c'est un terme qui est bien plus vaste que le seul fait d'acquérir du lead. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que les gens ont du mal à différencier marketing et gros hacking. Pourtant, ces deux stratégies sont différentes pour la simple et bonne raison qu'elles évoluent dans deux environnements distincts. D'un côté, on a le marketing, qui lui a pour but d'élaborer la stratégie d'un produit fini et va être utilisé par des entreprises au business model linéaire. Et de l'autre, on a le gros hacking, qui lui teste et optimise un produit en constante évolution et va être utilisé par des entreprises au business model exponentiel. Alors, forcément, quand on voit ces deux courbes, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui tout le monde veut monter une startup. Mais vous allez me dire, c'est bien sympa, mais comment on fait pour différencier une entreprise standard d'une startup? Et c'est là qu'Oussama vient nous aider. Pour ceux qui ne connaissent pas Oussama Ammar, qui est le cofondateur de The Family, The Family, c'est une structure qui aide des startups comme Itch, Agricool, Doctrine, qui était aussi derrière Captain Train. Bref. Et donc, selon lui, une croissance exponentielle n'est possible qu'à la condition d'avoir un business model qui soit scalable, réplicable et profitable. Alors, qu'est-ce que la scalabilité? Pour faire simple, la scalabilité, c'est lorsque chaque nouvel utilisateur nous rapporte davantage que l'utilisateur précédent. Si je prends par exemple Netflix, que Netflix est 1 ou 1 million d'utilisateurs, c'est toujours la même plateforme qui est derrière. Du coup, on peut dire que son coût variable par unité produite est décroissant. Réplicable. Alors ça c'est tout con. Si je prends par exemple un coffee shop à Amsterdam qui voudrait vendre du cannabis à l'international, ben, ça ne va pas le faire, tout simplement parce que le cannabis est prohibé dans la plupart des pays. Et enfin profitable, parce que forcément, pour booster sa croissance, on va avoir besoin de cash. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'une entreprise sera obligée de dégager des profits à court terme. Comme l'explique Peter Thiel, le fondateur de PayPal, la valeur actuelle d'une startup est égale à l'ensemble des bénéfices qu'elle dégagera dans le futur grâce au monopole qu'elle s'est créé. Et quand je parle de monopole, je parle bien évidemment de monopole de par son innovation et non pas par le biais du lobbying. Si on prend par exemple Twitter en 2014, lors de son IPO, était valorisé à 24 milliards de dollars. Pourtant, l'année précédente, il dégageait des pertes. Et la même année, le New York Times était, lui, valorisé 12 fois moins que Twitter, alors qu'en 2013, ils avaient dégagé 113 millions de bénéfices. Donc vous allez me dire, c'est chelou, comment ça se fait que Twitter est valorisé 12 fois plus que le New York Times, alors que Twitter perd de l'argent et le New York Times en gagne? En fait, si on reprend la définition de Peter Thiel, c'est totalement logique, parce que les investisseurs se foutent de perdre de l'argent aujourd'hui, puisqu'ils savent très bien qu'ils vont récolter les bénéfices de Twitter durant la prochaine décennie, grâce au monopole que Twitter s'est créé. Alors qu'à contrario, ça fait un bail que les perspectives monopolistiques des journaux sont révolues. Et pour atteindre ce monopole le plus rapidement possible, le gros hacker, contrairement aux marketeurs d'ailleurs, va t'attacher au développement du produit. Et qui dit développement du produit dit forcément savoir programmer. Parce qu'en fait, le but du gros hacker, ça va être d'optimiser le processus d'itération à travers la feedback loop qu'on verra juste après. Et pour faire ça, il ne peut pas se permettre d'être dépendant d'un développeur, que ce soit pour traquer un événement, utiliser une API ou faire un A/B test. Bref, vous allez devoir apprendre à programmer. Alors oui, c'est chiant au début, ça va être dur, mais ce temps, vous allez très très vite le rentabiliser.
Et en parlant de rentabiliser son temps, c'est bien beau d'itérer très rapidement et de créer un produit parfait, mais si au final personne n'en entend parler, il n'aura aucun intérêt. D'où l'intérêt de savoir maîtriser toutes les stratégies marketing pour aller distribuer votre produit ensuite. Et enfin, le troisième domaine qui est pour moi le plus important, c'est l'analyse de données. Il faut vraiment vous mettre en tête qu'un gros hacker, il croit que ce qu'il voit. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Vous allez devoir tester toutes vos hypothèses et analyser tous vos tests. Pour faire ça, vous utiliserez Mixpanel ou Amplitude pour traquer vos événements et Google Analytics pour traquer d'où vient votre trafic. Et à chaque fois, vous fixerez des KPIs. Alors les KPIs, ce sont des indicateurs qui vous permettent d'être sûr que ce que vous traquez est performant. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de tomber dans de la vanity metrics, qui eux sont des indicateurs qui n'ont aucun autre intérêt que le fait de satisfaire votre ego. Du style, combien de likes j'ai eu? C'est pas parce que vous avez eu 120 000 likes sur une publication que vous avez réalisé 120 000 ventes. Donc au final, cette histoire de likes, c'est très subjectif, ça amène à rien de concret. C'est pour ça que se focaliser sur des vanity metrics, ça peut être très très dangereux. Et en fait, ces trois domaines de compétences, ils s'inspirent de la fameuse méthodologie du Bull Measure Learn Feedback Loop, qui a été développée par Eric Ries, qui est l'auteur de Lean Startup et le fondateur d'IMVU. Alors la particularité du Lean, c'est de se focus sur l'expérimentation et le feedback qu'en découle. En fait, on va chercher à créer le plus rapidement possible un embryon de produit pour pouvoir tester son marché et construire notre produit avec nos premiers utilisateurs. Ces premiers utilisateurs, eux, ils croiront autant que nous à la viabilité du projet. Et ces premiers utilisateurs, on les appelle des early adopters. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on risque de se retrouver dans une situation où on va créer un produit qu'au final, personne n'utilisera. Alors, un exemple de MVP que j'aime beaucoup, c'est celui de Nick Swimmern, le fondateur de Zappos, qui lui a commencé son store en ligne en allant dans le magasin de chaussures du coin et il a demandé au gérant si c'était possible de prendre en photo toutes ses paires de chaussures pour le mettre en ligne sur son site. Et en échange, Nick s'est engagé auprès du gérant à revenir acheter chaque paire de chaussures qui était vendue sur son site dans le magasin. Donc c'était tout bénef pour le gérant et lui, ça lui a permis de tester son marché en dégageant presque aucune thune. L'autre exemple de MVP qui est devenu célèbre, c'est celui de Drew Houston, le fondateur de Dropbox, qui lui galérait de ouf à lever des fonds. Du coup, il a eu l'idée de créer une vidéo simulant l'utilisation de son produit. Et cette vidéo, elle a tellement fait le buzz qu'un jour, son nombre d'utilisateurs inscrits pour sa bêta test est passé de 5 000 à 75 000, ce qui lui a permis de retourner voir les investisseurs et de lever facilement 250 millions de dollars. Donc on voit la puissance que peut avoir un MVP, parce qu'au lieu de vous focaliser sur des hypothèses, là vous focalisez sur des vraies data. Et ça fait vraiment toute la différence. Alors, même si c'est vrai que c'est contre-intuitif de tester de tester son marché avec un produit qu'on trouve pourri, il faut vraiment que vous mettez 3 choses en tête. La première, c'est que personne ne vous connaît. Donc arrêtez de penser que vous avez une image de marque. Et même si pour vous l'image de marque c'est quelque chose de très important, rien ne vous empêche de créer un MVP sous un autre nom. La deuxième, c'est qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où votre produit répond à un besoin, les utilisateurs préfèrent avoir un produit pourri que pas de produit du tout. Et la troisième, c'est que si votre service client est au top, au final, vos utilisateurs seront conscients. Surtout que la plupart de vos early adopters, ils viendront utiliser votre produit justement parce qu'ils auront ce rapport de proximité avec le CIO et qu'ils pourront influencer le futur du produit. Alors, maintenant qu'on a une connaissance, qu'on comprend un peu mieux l'environnement global dans lequel évolue le gros hacker, on va s'attaquer aux compétences qu'il doit maîtriser. Et Brian Belfour, qui est l'ex-VP of Growth de chez HubSpot, a réalisé un schéma qui regroupe toutes ces compétences en 3 grandes catégories, qui sont les connaissances de base, les concepts marketing fondamentaux et les canaux d'expertise. Alors, comme vous voyez, il y a énormément de compétences, donc moi je vais vraiment vous les présenter très rapidement. Le but, c'est plus d'avoir une vision globale, mais en soi, on pourrait faire un talk sur chacune d'entre elles. Donc dans les connaissances, pourquoi des statistiques ? Tout simplement parce que quand on va chercher à rationaliser chacune de nos actions, on va avoir besoin d'indicateurs pour savoir celles qui sont les plus performantes. Et ces indicateurs, on va devoir les calculer. Programmation, je vous ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Product design et X-principe. Il faut bien comprendre que le but, c'est d'optimiser l'expérience de l'utilisateur. Donc on va chercher à réduire au maximum la friction. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir des notions d'UX design pour tester des hypothèses qui sont considérées comme les best practices du marché. Du style, toujours guider un utilisateur dans ses choix. Si vous prenez par exemple Amazon, à chaque fois que vous faites une recherche sur Amazon, dans tous les produits qui s'affichent, il y en a toujours un avec écrit numéro 1 des ventes. Ça en fait c'est un concept tout con du UX design qui permet d'éviter de frustrer un utilisateur qui serait pressé ou qui aurait la flemme de comparer vos produits. Analytics, pareil, je vous en ai parlé donc je ne vais pas revenir dessus. Psychologie. Faut vraiment bien comprendre que vous devez connaître par cœur vos utilisateurs. C'est en leur parlant et en comprenant leur façon de penser que vous pourrez réellement améliorer votre produit.
Et storytelling, ça c'est l'histoire et la mission que renvoie votre marque. Qui ici a vu le TED de Simon Sinek, Start with Why? Ok, bon, du coup vous voyez à peu près où je veux en venir. Pour les autres, je vous conseille vraiment de regarder ce TED, qui est d'ailleurs un des TED les plus vus, et qui explique l'importance de savoir pourquoi est-ce qu'on crée son produit. Parce que les utilisateurs, au-delà d'acheter un produit, ils vont acheter la vision de l'entreprise. Et le storytelling, c'est le fait de raconter cette vision et votre façon de la mettre en place au quotidien. Ensuite, les conseils marketing fondamentaux. Alors, le CRO, qui est l'optimisation du taux de conversion, ça, c'est toutes les techniques qu'on va mettre en place pour optimiser chacune de nos actions. Comme par exemple l'A/B testing. Et l'A/B testing, ça, c'est ce qui va nous permettre de tester plusieurs solutions simultanément. DB queuing, ça, c'est savoir interroger une base de données pour aller choper la data dont on a besoin. Photoshop, alors l'intérêt de savoir utiliser Photoshop, c'est qu'on va pouvoir être indépendant pour créer nos visus. Encore une fois, le but, c'est d'accélérer le processus d'itération. Excel, alors c'est cool de savoir automatiser une feuille de calcul, tout simplement parce que comme on va réaliser beaucoup d'itérations, c'est quand même mieux de ne pas avoir à se retaper tous les calculs à chaque fois à la main. Copywriting, super important de bien savoir écrire parce qu'en fait, les mots et le ton qu'on va employer vont donner une identité à notre startup. Si vous prenez par exemple Itch, vu qu'il s'adresse à des jeunes, tout leur wording est adapté à leur cible. Ce qui fait que par exemple sur les réseaux sociaux, le community manager, il tutoie tout le monde. Et enfin, funnel marketing, ça c'est le processus par lequel va passer l'utilisateur de l'acquisition à l'achat, mais je ne m'étends pas plus dessus parce que c'est le sujet de toute la prochaine partie. Et enfin, on a nos canaux d'expertise. Alors, viral, ça c'est toutes les techniques qu'on met en place pour inciter l'utilisateur à recommander notre produit et notre contenu. Facebook Ads, c'est cette nouvelle façon de consommer la publicité en l'intégrant directement à notre fil d'actu, ce qui fait que quand elle est pertinente, on ne se rend même pas compte que c'est de la pub. Display, alors ça c'est tous les moyens traditionnels, bref, qu'on peut employer, donc télé, radio, affiches publicitaires, bref. Alors ça c'est très peu utilisé par les gros hackers pour deux raisons principales. La première c'est leur coût évidemment, et la deuxième c'est la difficulté de traquer son retour sur investissement. Même si on peut toujours cibler une publicité dans une géolocalisation et une temporalité prédéfinie ou y insérer un code promo, en soi, c'est pas vraiment précis. Mobile. Alors, le mobile, c'est l'objet qu'on utilise le plus dans une journée. Il y a une étude qui a été réalisée par Nokia en 2012 qui démontre qu'on utilise notre téléphone en moyenne 150 fois par jour. Donc c'est énorme et ça montre l'intérêt de bien savoir gérer les notifications. Il n'y a qu'à voir comme on s'est obligé de cliquer sur notre appli Facebook ou Gmail à chaque fois qu'on reçoit une petite pastille. Email, je vais rien vous apprendre, ça a deux gros avantages, ça peut être envoyé en masse et c'est gratuit. Coût par clic. Alors ça, c'est toutes les publicités qui sont dites cliquables. Donc ça va du SIA, qui sont les liens publicitaires qui arrivent en première position sur les moteurs de recherche, à la publicité qu'on va voir avant une vidéo YouTube. Et même d'ailleurs, le Facebook Ads, c'est du coût par clic, mais Brian Belfour le met à part pour deux raisons. La première, c'est que la publicité est moins explicite, et la deuxième, c'est surtout parce que le niveau de ciblage est beaucoup plus puissant grâce à toutes les datas que Facebook détient sur nous. SEO, donc ça c'est tout le processus qu'on va mettre en place pour arriver en première position sur les moteurs de recherche de façon naturelle. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les robots de Google, ils traquent deux facteurs principaux, qui sont la notoriété, donc le trafic de votre site et vos backlinks. Les backlinks, c'est les liens qui pointent vers votre site. Et la pertinence. La pertinence, c'est votre contenu et sa mise en forme. Réseaux sociaux, ça c'est un canal qui prend de plus en plus d'ampleur. Pareil, il y a une étude qui a été réalisée là-dessus qui démontre qu'on passe en moyenne 2 heures par jour sur les réseaux sociaux et ce chiffre augmente chaque année. Ce qui marche beaucoup là-dessus, c'est contenu humoristique et jeux concours. Relations publiques. Alors, la presse, si c'est bien utilisé comme l'a fait Airbnb, en offrant des lieux dans des nuits insolites, ça peut être très puissant. Parce qu'au final, c'est de la publicité gratuite. Par contre, il faut vraiment rester lucide quant aux retombées médiatiques. Parce que ce qu'on cherche à avoir, ce n'est pas un pic d'utilisation, mais c'est une utilisation constante dans le temps. Donc si c'est pour promouvoir un produit médiocre, ça aura autant d'effet que de mettre de l'eau dans un panier percé. Les mecs vont se barrer aussi vite qu'ils sont venus. Au final, les médias, il faut bien comprendre que le trafic qu'ils vont vous ramener, ce n'est pas vos early adopteurs, mais c'est le grand public. Du coup, leurs attentes ne seront pas du tout les mêmes. Ce qui fait qu'au final, si c'est pour promouvoir un produit qui n'est pas fini, vous allez plus biaiser vos stats qu'autre chose. Sales, alors les vendeurs, c'est surtout utilisé pour les marchés B2B et les produits de luxe. En fait, c'est à partir du moment où les montants en jeu sont élevés, une simple publicité ou un site internet, ça suffira rarement à convaincre. Du coup, on va avoir besoin de force de vente pour aller closer les deals. Content marketing, alors ça, ce qui est cool, c'est qu'une fois créé, il ne coûtera plus rien, il durera dans le temps. C'est beaucoup utilisé pour démontrer son expertise et entretenir son storytelling.
Et enfin, partenariat. Alors pour moi, il y a deux styles de partenariat. Il y a les partenariats gratuits, qui, eux, en gros, c'est de l'échange de visibilité avec des marques qui sont sur le même marché que nous. Et les partenariats payants, comme l'affiliation, qui sont devenus un moyen d'acquisition très puissant. Parce qu'en fait, les influenceurs, ils ont des réels fans derrière eux. Ce qui fait qu'un influenceur recommande un produit, vous pouvez être sûr que tous les gens qui les suivent vont le tester derrière. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de grandes marques qui s'intéressent de près aux youtubeurs. Du coup, comme vous voyez, il y a beaucoup de canaux d'acquisition. Et en fait, c'est clairement pas possible de tous les maîtriser parce qu'ils évoluent bien trop vite dans le temps. Du coup, ce que recommande Brian Belfour, c'est d'avoir une connaissance globale de toutes ces compétences, mais de vraiment vous focaliser sur un ou deux de ces canaux d'acquisition et d'en devenir expert. D'où le fameux Shape Yourself like a Chi. Mais vous doutez bien que c'est pas parce qu'on génère des leads grâce à nos canaux d'acquisition qu'ils vont tous acheter notre produit. Même s'ils sont intéressés, il y a 1 milliard de raisons pour qu'ils l'achètent pas tout de suite. En fait, l'utilisateur, il a un cycle de vie, et c'est ce cycle qu'on va analyser durant la 3e partie. Et à ce sujet, Dave McClure, qui est le fondateur de 500 Startups, qui est un accélérateur qui a propulsé des startups comme Twilio, Behance ou Rapportive, il a popularisé en 2007 le framework AR, qui est un funnel de conversion qu'on appelle aussi les Pirate Metrics, qui va nous permettre de segmenter l'utilisateur à travers 5 étapes. Acquisition, activation, rétention, référal, revenu. Alors, l'acquisition. Comme on vient de le voir, il y a beaucoup de canaux de distribution. Donc le premier truc à faire pour savoir sur lequel se focus, c'est de mesurer leur efficacité. Et pour faire ça, on va analyser chacune de nos actions marketing à travers ce funnel. Donc ces impressions, c'est le nombre de personnes qui ont été exposées à notre message. Visites, c'est les personnes qui se sont retrouvées sur notre landing page. Prospects, c'est les personnes qui nous ont laissé des infos sur eux pour qu'on puisse les contacter. Offers, c'est toutes les personnes qui sont passées par les 3 premières étapes du funnel et qui ont visité notre page de tarification. Et Outcome, c'est toutes les personnes qui ont acheté notre produit directement après avoir été exposées à notre message. Du coup, ensuite, une fois qu'on a trouvé notre canal d'acquisition principal, on devrait commencer à avoir du monde sur notre site. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est optimiser le nombre de personnes qui utilisent notre produit. Parce que c'est bien sympa d'avoir une pub sympa ou une putaclic, mais c'est pas parce que les gens viennent sur votre site qu'ils vont forcément comprendre la valeur de votre produit. Et pour qu'ils comprennent la valeur de votre produit, on va associer à chaque action marketing une landing page ciblée. Le but, c'est vraiment qu'en 3 secondes, ils comprennent ce qu'est le produit, à qui il s'adresse et en quoi il se distingue de ce qu'ils pourraient trouver ailleurs. Mais évidemment, c'est super chaud de savoir quel call to action, baseline ou image convertira le mieux. C'est pour ça que chacune de nos landing pages sera constamment sous A/B test. Ensuite, une fois qu'on a optimisé nos landing pages, à ce stade, si notre produit n'est pas trop dégueu et qu'on a ciblé les bonnes personnes, on devrait commencer à avoir des inscriptions. Mais le truc, c'est que c'est pas parce que... le truc, c'est que même si les gens s'inscrivent, la plupart du temps, ils n'ont aucune idée de la manière dont fonctionne votre produit. Et c'est là que l'onboarding peut faire toute la diff. L'onboarding, c'est un peu les 2 petits trous quand vous apprenez à faire du vélo. Heureusement qu'elles sont là au début, mais elles deviennent vite reloues quand vous commencez à maîtriser. En gros, le principe, c'est de guider l'utilisateur jusqu'à ce qu'il capte l'intérêt de notre produit à tel point qu'il a envie de revenir l'utiliser. Le fameux aha moment ou wow effect. Par exemple, Facebook, eux, ils avaient perçu que tous les utilisateurs qui rajoutaient 7 amis dans leurs 10 premiers jours après leur inscription devenaient des utilisateurs actifs. Du coup, tout leur onboarding allait dans ce sens. Et par contre, autant la landing page, elle doit réduire au maximum la friction. Donc, on va faciliter le processus d'inscription. Ça va être du email plus mot de passe ou Facebook Connect. Autant l'onboarding, lui, il peut se permettre de créer de la friction si elle est nécessaire pour que l'utilisateur capte la valeur du produit. Si vous prenez par exemple Pinterest, il nous permet de nous inscrire en 1 clic, mais par contre, il nous oblige à choisir 5 catégories pour connaître nos goûts avant de nous laisser accéder au service. Ensuite, on arrive en période de rétention. Alors, maintenant c'est cool, on a un bon canal de distribution et l'utilisateur capte la valeur de notre produit. Mais c'est pas parce qu'ils kiffent notre produit qu'ils vont forcément penser à revenir l'utiliser. Si on veut qu'ils reviennent l'utiliser plusieurs fois, qu'ils reviennent l'utiliser ultérieurement et plusieurs fois, on va devoir mettre en place chez eux certains automatismes. Enir Eyal, l'auteur du livre Hooked, explique comment il est possible, à travers 4 étapes, à ancrer une habitude chez le consommateur. Donc pour faire ça, dans un premier temps, on va chercher à interpeller l'utilisateur pour lui rappeler qu'on existe, avec un de nos canaux d'acquisition. Donc ça peut être un mail, une publicité, du content, bref, ça c'est ce qu'on appelle le déclencheur externe.
Ensuite, pour qu'il interagisse avec ce déclencheur, on va l'inciter à effectuer une action en jouant sur les 3 grandes motivations humaines, qui sont la recherche de plaisir, d'espoir et lien social. Ou alors sur leurs pendants, qui sont l'évitement de la douleur, de la peur et de l'exclusion. Comme ça, notre action ne sera plus perçue comme une contrainte pour lui, mais comme une réelle opportunité. Après, pour l'inciter à recommencer dans le futur, on va le récompenser pour cette action. Et là, pareil, les récompenses efficaces, ça peut se scinder en 3 grandes catégories. Les récompenses de tribu, qui vont mettre l'utilisateur en valeur auprès de son entourage. Les récompenses de chasse, qui vont lui donner une information ou un bien désiré. Et les récompenses du pour soi, qui vont mettre en valeur son ego, sa satisfaction personnelle. D'ailleurs, un truc qui marche très bien et qui regroupe ces 3 récompenses, c'est la gamification. C'est comme ça que des forums comme Stack Overflow ou Quora ont percé. Et enfin, on va les pousser à investir dans notre produit, de sorte à ce que s'ils ne reviennent plus utiliser notre produit, ils aient l'impression d'avoir perdu ce temps investi. En plus, c'est bien connu, on attribue plus de valeur à ce qu'on fait nous-mêmes. C'est sur cette stratégie qui est basée Ikea, en nous laissant tout seuls monter nos meubles. Et le but, ça va être, l'autre intérêt de l'investissement, c'est qu'il va nous permettre de relancer le déclencheur. Que ce soit grâce à la notif qu'on va recevoir parce que quelqu'un a répondu à notre commentaire, parce que on a reçu des nouveaux crédits grâce au parrainage qu'on a effectué, etc. Et en fait, le but, ça va être de réitérer cette boucle jusqu'à ce que le déclencheur ne soit plus externe mais interne. C'est-à-dire que l'utilisateur ne revienne plus utiliser notre produit parce qu'il aurait été exposé à un de nos canaux d'acquisition, mais tout simplement parce qu'il aura pris l'habitude de revenir utiliser notre produit. Et le but de mettre ça en place, en fait, c'est qu'on va essayer d'accroître le montant qu'un utilisateur nous rapportera au cours de sa vie, ce qu'on appelle la lifetime value. Alors, à partir du moment où l'utilisateur capte la valeur de votre produit et revient l'utiliser fréquemment, c'est à ce moment-là que le référencement va être méga puissant. Aujourd'hui, on sait que 74% des consommateurs identifient le bouche à oreille comme un facteur clé de leur décision d'achat et que c'est la source numéro 1 des millennials. Donc forcément, le résultat va être tellement énorme qu'on ne va pas se contenter d'attendre que l'utilisateur recommande notre produit de par lui-même. Mais on va l'inciter à le faire en mettant en place un système de parrainage qui récompensera parrain et parrainé. Mais à chaque fois que vous faites ça, par contre, n'oubliez pas de calculer votre Customer Referral Value, qui est le fait de savoir si un utilisateur vous rapportera plus au cours de sa vie que ce que ça vous coûtera à offrir aux parrains et aux parrainés. D'où l'intérêt de connaître sa lifetime value. Et enfin, revenu. Alors, même si, comme on l'a vu avec Twitter, la valeur actuelle d'une startup est égale à l'ensemble des bénéfices qu'elle dégagera dans le futur grâce au monopole qu'elle s'est créé, tout le monde n'est pas Twitter. Donc ne surestimez surtout pas votre facilité à lever des fonds. Il y a beaucoup trop de startups aujourd'hui qui pensent qu'elles ont qu'à se focus sur leurs produits et que dans tous les cas, sans avoir à se soucier de leur rentabilité, à trouver des investisseurs pour relever des fonds. Demandez à TechEasy ce qu'ils en pensent. Il y a vraiment un gros risque et pourtant presque aucune startup ne sait s'il y a les défauts live ou défauts dead. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On dit qu'une startup est défaut live si, avec des dépenses et un taux de croissance similaire à ceux obtenus jusqu'à maintenant, sa trésorerie lui suffit à atteindre le break-even. Sinon, on dit qu'elle est défaut dead, c'est-à-dire que son taux de croissance est trop faible. Et du coup, elle sera obligée de relever des fonds pour pouvoir survivre. Si ça vous intéresse, Trevor Blackwell a réalisé un simulateur qui vous permet de savoir où en est votre startup, et je vous le filerai à la fin de la conf. Et ça, forcément, c'est un truc à savoir pour un gros hacker, parce que ça va avoir un impact sur la façon dont il va prioriser ses actions. Mais évidemment, toutes les startups ne sont pas au même stade. Et selon sa situation, on ne va pas mettre le focus sur ce funnel au même moment. En fait, on peut résumer la vie d'une startup en 3 steps. La phase de traction, la phase de transition et la phase de growth. Alors, la phase de traction, c'est l'étape où en sont la plupart des startups. Elles ont leur idée et n'ont pas encore atteint leur product market fit. Ce moment magique où notre marché comprend, achète et recommande notre produit. Le truc sur lequel se focus à ce moment-là, c'est la rétention. On doit être sûr qu'on crée un produit que des gens seront prêts à intégrer à leur quotidien. Pour le moment, faut bien comprendre que la startup est en faillite permanente. Et elle ne tient que par la détermination de son équipe à survivre. Il n'est pas question de levée de fonds ou de business model, mais de débrouillardise et de bootstrapping. Le bootstrapping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cet art de savoir monter un projet sans avoir besoin de fonds extérieurs. L'exemple type, c'est celui de Brian Chesky et Joe Gebbia, les 2 cofondateurs d'Airbnb, qui, vu qu'ils n'avaient pas de business model viable, sont rapidement retrouvés à court de cash. Et donc du coup, ils ont cherché le moyen le plus rapide pour se faire des thunes et pouvoir continuer à être à plein temps sur leur projet. Et il s'avère que les 2 étaient designers de formation et qu'au même moment avait lieu la campagne présidentielle des États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à dessiner 2 boîtes de céréales à l'effigie d'Obama et de McCain.
Et ce qui est ouf dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait une campagne de crowdfunding et qu'ils ont réussi à en vendre plus de 1000 de ces boîtes à 40 $ l'unité. Ce qui leur a permis de se faire 30 000 $ de cash et pouvoir monter le géant que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, voilà un bel exemple de comment survivre jusqu'à atteindre son product market fit. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien de chercher à scaler. Ce qu'il faut, c'est choper une niche pour que l'utilisation du produit aura un réel intérêt et aller chercher ses premiers utilisateurs à la main. C'est la fameuse période qu'on appelle docing that don't scale. Merde. Alors, quand on a réussi à choper une niche qui utilise régulièrement notre produit, on arrive en phase de transition. Et c'est à ce moment-là que tout s'accélère. Notre produit fit avec notre marché, du coup la concurrence peut être sûre que nous copier est une bonne chose. Mais avant de se lancer dans de l'acquisition de masse, on va s'acharner sur notre canal principal. Le but, c'est de le rendre le plus scalable possible pour que notre taux de croissance soit à son paroxysme. Et un bon taux de croissance, il vacille entre 5 et 7% selon Paul Graham par semaine. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas Paul Graham, c'est le cofondateur du célèbre accélérateur Y Combinator, qui est l'accélérateur par lequel est passé Airbnb, Dropbox, Reddit, etc. Et Paul, il nous explique également que le meilleur truc pour mesurer son taux de croissance, c'est le bénéfice qu'on réalise. Alors après, évidemment, pour des startups comme Twitter qui ne réalisent pas de bénéfices à court terme, là, on va plutôt regarder son nombre d'utilisateurs actifs. Mais évidemment, ce n'est pas évident d'atteindre un tel taux de croissance. Et ça peut demander du temps. Airbnb, eux, ça leur a pris 2 ans avant de trouver leur levier moteur. Mais à partir du moment où ils se sont mis à embaucher des photographes pour prendre en photo les apparts, leur croissance a explosé. Et en fait, le réel avantage d'être focalisé sur sa croissance, c'est que ça nous oblige à itérer jusqu'à atteindre un taux hebdomadaire convenable. Ce qui fait que si on n'y arrive pas, on va pas déconcentrer. Ce qui fait que si on n'y arrive pas, on va pas se buter à vouloir scaler un truc médiocre. Ok, complètement déconcentré. Ce qui fait que si on n'y arrive pas, on va pas se buter à vouloir scaler un truc médiocre. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé à Criteo, qui avait trouvé leur product market fit. Ils venaient de lever 3 millions grâce à leur algo et s'étaient lancés dans la recommandation de produits marchands. Il y avait un marché, mais comme leur croissance était trop faible, ils ont décidé de pivoter à nouveau. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis dans le reciblage publicitaire sur Internet et qu'ils ont obtenu des KPIs de malade. Et enfin, une fois qu'on a atteint un taux de croissance assez élevé, entre 5 et 7%, on arrive en phase de grosse. Le piège, c'est qu'on pense souvent que le plus dur est fait. Alors qu'en vrai, c'est là que tout commence. Parce que ce qui est chaud, c'est pas d'atteindre ce taux de croissance, mais c'est de le maintenir. Et on va vite être confronté à un nouveau problème, convaincre le grand public. Comme on le voit avec la loi de diffusion de l'innovation, nos early adopters ne sont pas infinis. Et une fois qu'on les aura tous sollicités, on va devoir passer à la early majority, qui, eux, en général, sont prêts à tester un nouveau concept uniquement s'il a été recommandé par quelqu'un de leur entourage. Et si vous regardez la stratégie d'Uber, c'est exactement comme ça qu'il fonctionne. À chaque fois qu'ils ouvrent une nouvelle ville, il a bombarde de codes promo pour que les innovateurs et les early adopters se ruent sur l'opportunité de tester un nouveau concept gratuitement. En plus, vu que le produit est largement au-dessus de la concurrence, il suffit d'une course en Uber pour convaincre n'importe qui de plus jamais foutre les pieds dans un taxi. Et ensuite, pour toucher la early majority, ils vont mettre en place un système de référal tellement attractif qu'on va même jusqu'à faire télécharger l'app à sa grand-mère pour choper des courses gratuites. Et ne me faites pas croire que je suis le seul à avoir fait. En plus, vu qu'on prend souvent un Uber à plusieurs, c'est le moment parfait pour faire télécharger l'app à ses potes. On ne paiera pas la course et en plus on chopera 10 balles pour notre prochain trajet. D'ailleurs, souvenez-vous de votre première fois en Uber et vous aurez une idée du type d'utilisateur que vous êtes. Alors après, une fois qu'on a atteint les 50% du marché, la late majority va commencer à suivre le troupeau. Cette partie du marché, elle souscrira pour 2 principales raisons. La première, c'est qu'elle va avoir peur d'être rejetée si jamais elle ne suit pas le mouvement. Ça, c'est par exemple toutes les personnes qui s'inscrivent sur LinkedIn maintenant parce qu'ils ont capté que c'est devenu une source sérieuse de recrutement. Et la deuxième, c'est parce que comme le produit commence à rentrer dans les mœurs, elles vont plus facilement lui accorder sa confiance. Et ça, Blablacar l'a bien compris. C'est pour ça qu'ils se sont empressés de réaliser une étude sur le sujet. Et les datas qu'on sort sorties sont assez ouf parce qu'elles démontrent qu'on fait pratiquement autant confiance à un ami qu'à un membre Blablacar. Donc forcément, pour cette late majority, c'est un facteur super important parce que ça prouve de la fiabilité du service. Et enfin, on a nos lagars. Alors, les lagars, c'est ceux qui finiront bien par utiliser votre produit parce qu'au final, il n'y aura plus trop d'alternatives possibles. Du style le mec qui est accroché à son magnétoscope. Alors même si on ne va pas le faire passer à la réalité virtuelle tout de suite, parce qu'il resterait de faire une crise cardiaque, dans tous les cas, il sera bien au minimum obligé de se mettre au DVD, quoi.
Et en fait, quand on comprend les 3 phases bien définies de la vie d'une startup, on se rend compte que le gros hacking, au-delà d'être une histoire de technique, c'est aussi beaucoup une histoire de moment. Du coup, j'espère que la prochaine fois que quelqu'un viendra vous dire qu'il a trouvé un nouveau gros hack de malade sur Internet, vous aurez le réflexe de lui demander s'il l'a testé et quelles sont les métriques qui en sont sorties. Parce qu'évidemment, il n'existe pas de gros hack universel, mais uniquement des idées à tester et analyser sur son business. Bon alors, j'ai essayé de vous faire un petit résumé vite fait de ce que fait qu'un gros hacker, mais évidemment, le sujet est bien trop vaste pour résumer ça en moins d'1 heure. Le but, c'était plus de vous donner une idée de la manière dont une bonne startup gère sa croissance. Et comme vous l'avez vu, il y a énormément de choses à maîtriser pour devenir un bon gros hacker. Et je pense que le besoin constant d'apprentissage que cela demande, c'est difficile de se lancer là-dedans si on n'est pas vraiment passionné. Pour moi, le gros hacking, c'est pas un taf, c'est vraiment une philosophie de vie. Et si vous avez kiffé un peu ce mindset et que vous êtes curieux d'en savoir plus, bah, j'allais pas vous laisser sans vous donner de quoi vous y mettre des soirs. Alors, le premier truc à faire, selon moi, c'est vraiment Coup d'État. Coup d'État, c'est une formation gratuite en ligne qui a été réalisée par The Family et qui regroupe plus de 70 heures de vidéos sur le gros hacking. Ensuite, je vous conseille de postuler à Lyon, qui est la première formation pour salariés de start-up. C'est gratuit, ça se passe à Paris, c'est tous les samedis pendant 2 mois. Et les cours sont donnés par des entrepreneurs et des salariés de start-up. J'y suis passé et ils ont une track spécialement dédiée au gros hacking. Startup School, pour ceux qui gèrent l'anglais, c'est les cours que sont donnés par Y Combinator à Stanford et qui sont mis en ligne sous forme de MOOC gratuitement. Donc je vous conseille d'aller checker. Après, vu que c'est des cours qui sont dédiés aux entrepreneurs, il n'y a pas que des cours sur la croissance, mais en tout cas, ceux qui sont sur la croissance sont vraiment, vraiment cool. Après, vous pouvez aussi aller voir sur YouTube Weapon of Mass Distribution, qui sont des conférences organisées par 500 startups, qui invitent des mecs vraiment calés sur la croissance et nous donnent leurs moyens de hacker un peu leurs moyens de distribution. Gros Hacker TV, ça c'est un mec qui a interviewé plus de 200 mecs calés sur la croissance. Le truc c'est que c'est payant, mais si vous voulez aller checker, avec le code promo Julien, vous pouvez avoir un mois gratuit. Si vous n'avez pas été rassasié par les 70 heures de gros hacking, vous pouvez toujours aller checker la chaîne YouTube de The Family où vous trouverez encore plus de vidéos sur le gros hacking. Après, niveau forum, évidemment, la référence qui est grosshackers.com. En anglais, vous avez aussi sur Quora un topics gros hacking où il y a beaucoup de sujets quali. Et après, en français, vous avez le groupe Gros Hacking France sur Facebook et le forum français référence, c'est grosshacking.fr. Niveau des blogs, moi j'ai beaucoup lu celui de Paul Graham et Brian Belfour dont je vous ai parlé. Andrew Chen, lui, c'est l'ex of Gross de chez Uber. Julien Lecoupanec, c'est l'ex gros hacker de chez The Family. Et comme Courteau, lui, il est actuellement gros hacker chez The Family. Et après, vous avez les blogs spécialisés. Donc Moz, c'est tout ce qui est inbound et SEO. Adespresso, c'est Facebook Ads. AppVirality, c'est mobile. Kissmetrics, c'est Analytics. Dezio, c'est une agence marketing, une agence gros hacking parisienne où il y a vraiment c'est un peu divers, mais les sujets sont très quali. Et Buffer, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Et enfin, pour moi, il y a vraiment des must-read à avoir lus. Zero to One, c'est le livre de Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, et qui vous explique l'importance de créer un monopole. Hooked, je vous en ai parlé, c'est comment créer une habitude chez le consommateur. Lean Startup, c'est pour tout savoir du build, measure, learn, feedback loop. Lean Analytics, c'est pour savoir quelles métriques traquer. Et Hacking Gross, c'est le dernier livre de Sean Ellis qui est sorti il y a 2 mois et qui regroupe plein de case studies sur le gros hacking. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent lire, donc du coup, je vous recommande à minima d'aller sur Cooper, qui est une appli qui résume des livres d'entrepreneuriat, de développement personnel en 20 minutes. Du coup, vous pourrez retrouver les 4 premiers, le dernier, je pense pas encore parce qu'il vient de sortir. Et il y a une semaine gratuite, et après, si vous voulez avoir un mois 1 euro avec le code promo GROSS en majuscule, vous pourrez y avoir accès pour aller un peu plus loin. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Et je vous ai vu prendre plein de photos. En fait, désolé de vous dire que ça servait à rien, parce qu'en fait, moi aussi, j'ai fait un MVP de mon talk. Donc, j'avais écrit un article Medium sur le sujet. Donc, en rentrant ce lien-là, vous pourrez retrouver exactement tout ce que je viens de vous dire à quelques trucs près. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi.